Bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Dans cette vidéo, donc, on va aborder les endomorphismes dans un espace vectoriel euclidien et le théorème spectral. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo qui a été consacrée aux espaces pré-hilbertiens et aux espaces euclidiens. Voilà, donc dans cette vidéo, donc on va voir une des propriétés remarquables des espaces euclidiens, à savoir l'identification de l'espace avec son dual et les conséquences qui en découlent. Et le résultat central, c'est le théorème spectral qui dit qu'un endomorphisme symétrique dans un espace vectoriel euclidien est diagonalisable dans une base orthonormée. Alors allons-y, donc je rappelle un petit peu c'est quoi un espace vectoriel euclidien. Donc c'est un espace vectoriel de dimension finie, donc aujourd'hui on va travailler en dimension finie, sur le corps des réels, et qui est muni d'un produit scalaire. Alors un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire définie et positive. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette propriété du produit scalaire, à savoir qu'il est défini et positif, va entraîner un principe qui, ce principe qui dit que dans un espace vectoriel euclidien, pour déterminer un vecteur, il suffit de déterminer son produit scalaire avec tous les autres vecteurs. Donc ça, c'est un principe important et qui va avoir trois conséquences dans ce chapitre. Alors on va l'utiliser pour montrer que dans un espace vectoriel euclidien, il y a une identification naturelle entre l'espace et son dual, modulo cette application, qui a un vecteur associé, c'est informe, ça c'est une informe, c'est la informe qui a un vecteur associé le produit scalaire de U avec V. Alors ça c'est un isomorphisme, et donc il va permettre de donner une identification de l'espace avec son dual. Ensuite, on a l'adjoint d'un endomorphisme. Si vous avez un endomorphisme entre V et lui-même, eh bien, on peut définir son adjoint. Alors, vous savez que quand vous avez un endomorphisme, vous avez son dual, qui est un endomorphisme du V étoile dans V étoile. Et avec cette identification, on peut regarder le dual comme un endomorphisme de V. Voilà, donc on va définir l'adjoint. Et le théorème spectral va nous dire que les endomorphismes qui sont auto-adjoints, qui vérifient F étoile égale à F, on les appelle aussi des endomorphismes symétriques, et bien, ils sont diagonalisables dans une base orthonormée. Donc ça veut dire qu'il existe une base de vecteurs propres qui est orthonormée pour le produit scalaire. Et leurs valeurs propres sont tous réelles, bien sûr. Et ça, c'est l'un des théorèmes fondamentaux de l'algèbre bilinéaire. Voilà, alors aussi une conséquence de cette identification de l'espace avec son dual, c'est que les formes bilinéaires vont être identifiées à des endomorphismes symétriques. Si vous avez une forme bilinéaire, eh bien, vous lui associez un unique endomorphisme. Et si la forme bilinéaire est symétrique, eh bien, cet endomorphisme aussi il est symétrique. Donc il y a une identification entre les formes bilinéaires symétriques et les endomorphismes symétriques. Et la signature de la forme bilinéaire symétrique, elle est donnée par les valeurs propres de l'endomorphisme G, puisque G est symétrique, donc il est diagonalisable. Donc la signature S, c'est le nombre de valeurs propres positives de G, et T, c'est le nombre de valeurs propres négatives de G.
Donc voilà le grand schéma ou la big picture pour ce chapitre. Voilà, et donc il y a ce principe dans un espace vectoriel euclidien. Un vecteur est entièrement déterminé par son produit scalaire, avec tous les autres vecteurs. Et l'identification de l'espace vectoriel avec son dual, c'est ça le point central. Donc si vous devez comprendre ce chapitre, vous devez prêter une attention particulière à cette identification. Alors allons-y, regardons cette identification de plus près. Donc, on va définir un isomorphisme qui est connu sous le nom de l'isomorphisme musical, puisqu'il est défini par flat, qui est un symbole musical. Alors, on prend une informe, on prend un vecteur U dans V, et je définis une informe sur V par cette formule. Donc, LU de V égale le produit scalaire de U avec V. Alors, il est clair que, puisque ça c'est un produit scalaire, LU est linéaire. Donc, si vous faites LU de V1 plus V2, ça va vous donner L de U de V1 plus LU de VE. Et si vous multipliez ici par un lambda, le lambda, puisque le produit scalaire est bilinéaire. Donc, à tout vecteur, on associe une informe. Et de cette manière, je vais définir une application linéaire de V dans le dual, qui a tout vecteur U associe cette informe LU. Voilà, donc ça s'appelle flat bémol. Donc ça c'est bémol, c'est l'isomorphisme bémol. Alors maintenant, on a une application. Alors on va montrer qu'il est injectif. Et si on montre qu'il est injectif, il va être surjectif, un isomorphisme, puisque on sait que quand on a un espace vectoriel de dimension finie, son dual est un espace vectoriel qui a la même dimension. Donc, pour montrer que cette bémol est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'il est injectif. Alors allons-y, prenons un vecteur dans le noyau de bémol. Donc dire qu'il est dans le noyau, donc ça veut dire son image par bémol égale à 0. Alors son image c'est l'application, la forme linéaire L de U. Alors une forme linéaire est nulle si seulement si il s'annule sur tous les vecteurs de V. Donc ça s'écrit comme ça. Et puisque ça c'est un produit scalaire, si vous prenez V égale à U, vous allez trouver U égale à 0 et donc U égale à 0. Donc voilà. Et donc on a montré que le noyau de bémol égale à 0. Donc bémol est injectif. Et puisque la dimension de V égale la dimension de V étoile, bémol est un isomorphisme. Voilà, et donc là on a le résultat fondamental quand on est dans un espace vectoriel euclidien. Il y a un isomorphisme entre l'espace vectoriel et son dual. Et donc, c'est ce qu'on a montré. Alors, puisque c'est un isomorphisme, ça veut dire que toute forme linéaire sur V, eh ben, c'est l'image d'un vecteur. Donc, pour toute L dans V étoile, il existe un unique vecteur U de L, tel que bémol de U de L égale à L. Donc, c'est-à-dire, quel que soit V dans V, L de V égale à UL fois V. Alors, donc, vous voyez que ce vecteur, pour connaître un vecteur dans un espace vectoriel, il suffit que je connaisse son produit scalaire avec tous les vecteurs. Et le produit scalaire, il est donné par la forme L. Voilà, donc ce vecteur, il est entièrement déterminé par cette relation. Donc si vous voulez, si vous avez la informe et vous voulez trouver le vecteur UL,
eh bien, il suffit d'écrire cette relation, par exemple, avec une base. Donc, vous prenez cette relation est vrai si et seulement s'il est vrai pour les éléments de la base. Voilà. Et dièse, ça note l'isomorphisme inverse de bémol. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle isomorphisme musical. Alors ce théorème, il est connu aussi sous le nom du théorème de représentation de Ritz. Alors en fait, ce résultat reste valable dans un espace pré-hilbertien en dimension infinie avec une condition supplémentaire, et c'est celui-là qu'on appelle le théorème de représentation de Ritz. Le théorème de représentation de Ritz, c'est dans le cas où V est pré-hilbertien, c'est-à-dire de dimension infinie. Voilà. Alors un exemple, donc je prends l'espace vectoriel de polynôme de degré 2. Donc ça c'est un espace vectoriel de dimension 3. Et je définis ce produit scalaire là-dessus. Alors je définis PQ égale P0 Q0 plus l'intégrale de P' fois Q'. Bon, alors il est clair que ça c'est bilinéaire. Il est clair que c'est symétrique. Maintenant, il est défini positif. Si vous prenez PP, donc vous allez trouver ici P carré plus l'intégrale de P' au carré. Donc c'est positif puisque l'intégrale d'une fonction continue positif est positif. Maintenant, il est défini si vous faites PP égale à 0, donc ça va vous donner P de 0 égale à 0 et l'intégrale de P' au carré égale à 0. Alors vous savez que l'intégrale d'une fonction continue positif est nulle si seulement si la fonction est nulle. Donc vous aurez que P de 0 égale à 0 et P' de 0 égale à 0. Donc vous avez un polynôme dont la dérivée s'annule. Donc ça va être une constante, et puisque P de 0 égale à 0, c'est nul. Donc ça, c'est un produit scalaire sur l'espace vectoriel du polynôme de degré 2. Alors maintenant, on va montrer qu'il existe un unique vecteur de R2 tel que le produit scalaire de P avec P0 égale à P de 1, quel que soit P dans R2 de X. Alors donc pour cela, on va utiliser le théorème de Ritz. Donc je vais considérer cette application qui a P associé P de 1. Et ça va être une forme linéaire. Et d'après le théorème de Ritz, une forme linéaire, eh bien, il existe un vecteur qui vérifie cette relation. Voilà, donc on va considérer cette application. Donc ça, il est linéaire, donc ça c'est facile. Et donc c'est une forme linéaire sur R2 de X. Et d'après le théorème de représentation de Ritz, il existe un unique polynôme P0 qui vérifie L de P égale le produit scalaire de P avec P0, quel que soit P. Bon, alors maintenant, pour déterminer P0, P0, donc il s'écrit comme ça. Et bien j'écris, cette relation est vraie quel que soit P, donc je l'écris pour les éléments de la base. Donc pour le polynôme P égale à 1, donc je vais trouver P de 1, ici c'est 1, produit scalaire de 1 avec P0 ici. Alors je calcule ce produit scalaire avec cette formule. Voilà, donc là je vous invite à faire le calcul. Donc on va trouver que c'est égal à A. Et la même chose pour X. Si P égale à X, P de 1 c'est 1. Et donc on va trouver, si je fais le produit scalaire de X avec P0 avec le produit scalaire en question, on va trouver ça. Donc je vous invite à faire le calcul pour X carré. Et voilà, et on résout ce système et on trouve que C égale à 0 et B égale à 1. Et voilà, et donc on a trouvé ce polynôme. Voilà, donc ça donne la méthode, comment trouver, si vous avez la informe, comment trouver le vecteur P. Ben, il suffit d'écrire cette relation
sur les éléments d'une base et vous allez résoudre un système. Et on sait qu'il y a un vecteur unique, donc vous allez trouver une solution unique à ça. Voilà. Alors maintenant, l'adjoint. Donc si vous avez un endomorphisme de V, eh bien, il va exister un unique endomorphisme F étoile de V qui vérifie cette relation-là. FU de produit scalaire avec V égale à U F étoile de V. Alors vous voyez que pourquoi ça existe, ce vecteur-là, F étoile de V, pour le connaître, je fais son produit scalaire avec U, quel que soit U, et bien ce produit scalaire, il est donné par cette relation-là. Donc cette relation, à cause de la propriété du principe que j'ai évoqué, pour connaître un vecteur, ben, il suffit de connaître son produit scalaire avec tous les vecteurs, voilà, donc, et ce vecteur est entièrement déterminé par cette relation. Donc il y a un unique endomorphisme qui vérifie ça. Alors cet endomorphisme, eh ben, ça s'appelle l'adjoint de F. Voilà, donc c'est ça la définition de l'adjoint de F. Alors on va donner la matrice de F étoile dans une base. Donc je prends une base de V. Je prends S, la matrice du produit scalaire dans cette base. Alors et j'écris cette relation-là. Alors je sais que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la transposée du vecteur f de u fois la matrice S fois V. Ici, la même chose, c'est transposée de U, S, F étoile de V. Alors maintenant, F de U, c'est la matrice de F dans la base fois U. Et F étoile de V, c'est la matrice de F étoile dans la base B fois V. Donc ça, c'est l'algèbre linéaire. Je sais que un vecteur, les coordonnées du vecteur dans une de f de u, c'est la matrice fois u. Donc j'écris ça, donc je remplace ici, je remplace cette relation, donc transposé de ça, c'est transposé de u fois transposé de ça. Et j'écris ça, alors j'enlève les u et les v, et donc il va me rester la matrice de f transposé s égale S fois la matrice F étoile. Et donc je passe le S de ce côté-là et j'obtiens cette formule. Donc la matrice de l'adjoint d'un endomorphisme dans une base, c'est S-1, la matrice de F transposée dans la base fois S. S, c'est la matrice du produit scalaire. Alors si la base est orthonormée, si la base est orthonormée, S est égal à l'identité et on trouve que la matrice de F étoile c'est la matrice de F transposée. Voilà, donc on a cette relation importante. Donc si je veux calculer F étoile, si je prends une base orthonormée, ben, je calcule la matrice de F et je fais son transposé. Voilà. Et en fait, c'est ça ce qui se passe quand on est dans R. La transposée, donc R, si je le prends, Rn, si je le prends avec son produit scalaire canonique euclidien, on a cette relation. Voilà, ben, mais là, il faut, bon, voilà, là, ça c'est la formule générale, si vous êtes dans une base quelconque. Et voilà, et ce petit calcul, vous devez être capable de le refaire tout seul en écrivant la formule qui donne le produit scalaire. Le produit scalaire UV, c'est transposé de U, la matrice du produit scalaire fois V. Et voilà. Voilà, alors maintenant les propriétés de l'adjoint. L'adjoint de l'adjoint égale à F. F rang G adjoint, c'est G étoile rang F étoile. L'adjoint de l'identité, c'est l'identité. Et donc, si vous faites ici F rang F-1 adjoint, vous allez trouver F-1 étoile. Donc, si F est inversible, F étoile aussi est inversible.
Et l'inverse de l'adjoint, c'est l'adjoint de l'inverse. Alors en plus, à partir de cette relation, vous remarquez que la trace de f étoile égale la trace de f. Le déterminant de f étoile égale le déterminant de f. Voilà, et si vous faites le déterminant de f étoile moins lambda l'identité, vous allez trouver le déterminant de f moins lambda l'identité. Et donc f et f étoile ont les mêmes polynômes caractéristiques et les mêmes polynômes minimums. Voilà, et ils ont le même déterminant et la même trace. Donc, si f est diagonalisable, si seulement si f étoile est diagonalisable. Voilà, donc ça, c'est les propriétés de l'adjoint. Alors, un exemple, on prend l'espace vectoriel des matrices, carré d'ordre n. Alors, on a ce produit scalaire canonique sur cet espace vectoriel, donc c'est mn égale la trace de m transposé fois n. Alors, je fixe une matrice F et je définis cette application f de m égale à transposé de p fois p, donc m est fixé. Alors, il est clair que cette application est une application linéaire et on va déterminer son adjoint. Alors, pour déterminer, donc là c'est pour vérifier que c'est une application linéaire, donc ça c'est facile. Alors, pour déterminer l'adjoint, donc je fais le produit scalaire de fm avec n. Alors, fn, c'est p transposé mp fois n. Alors, le produit, c'est la trace de ça transposé fois ça. Donc, je fais ça. Alors, je sais que transposé de ab, c'est transposé de b fois transposé de a. La transposée, c'est inverse. Donc, ça va me donner ça. Ça va me donner ça. Et je remarque que ça, le P, je sais que transposé de AB égale à transposé de PA. Donc le PT va passer de ce côté-là. Et donc je vais avoir cette relation, le P va passer. Et ça, c'est le produit scalaire de M fois ça. Et donc c'est ça l'adjoint. Donc F étoile de M, c'est P, M, P étoile. À cause de cette relation qui définit l'adjoint, celle-là. FUV égale à UF étoile de V. Voilà, donc ça c'est un exemple. Comment calculer l'adjoint d'un endomorphisme. Vous pouvez montrer, donc vous partez de Fm et vous mettez ici M. Et ce que vous trouvez là, eh bien, ça va être le F étoile. Voilà, donc c'est ça l'astuce. Bon, alors maintenant, les endomorphismes auto-adjoints ou symétriques. Donc là, c'est l'objet, disons, central de ce chapitre. Alors, un endomorphisme est auto-adjoint ou symétrique si il est égal à son adjoint. Alors, il y a aussi les endomorphismes antisymétriques. Donc là, je les définis, mais on ne va rien faire avec. Voilà, donc si f étoile égale à moins f. Et il y a les endomorphismes normaux. Un endomorphisme est normal s'il commute avec son adjoint. F rond f étoile égale à f étoile rond f. Alors, en particulier, si f est symétrique ou antisymétrique, alors f est normal. Donc, la classe des endomorphismes normaux, c'est une classe qui contient à la fois les endomorphismes symétriques et les endomorphismes antisymétriques. Alors, donc on écrit maintenant la définition de symétrique. Donc symétrique, c'est ça. Donc ici, c'est l'adjoint. Donc comme f étoile égale à f, donc je vais trouver ici f. Donc symétrique, ça veut dire f de uv égale à uf de v. Et antisymétrique égale à moins, ou on peut l'écrire aussi de cette manière. Alors, exemple, je prends l'espace des matrices. Alors, on a le produit scalaire qu'on a défini. Donc, et je prends cette application qui a M associe transposé de M.
alors on va voir que c'est symétrique. Alors donc je fais mt fois n, c'est-à-dire f de m fois n, je dois trouver que c'est égal à m fois fn. Alors je calcule, donc là c'est la trace de transposé du transposé, donc ça donne ça. La trace de mn c'est la trace de nm, et donc ça c'est ça. Et c'est égal à ça, et donc j'ai montré que f de mn égale à mf de n, et donc f est un endomorphisme antisymétrique. Alors maintenant, les propriétés remarquables des endomorphismes symétriques. Voilà, on se prépare pour le théorème spectral. Alors la première propriété remarquable d'un endomorphisme symétrique, c'est que si G laisse invariant un sous-espace vectoriel, si vous avez un endomorphisme symétrique, s'il laisse invariant un sous-espace vectoriel, alors il laisse invariant son orthogonal. Voilà, donc si G de f est inclus dans f, alors G de f orthogonal est inclus dans f orthogonal. Voilà, alors on va montrer ça rapidement. Donc je suppose que G de f est inclus dans f. Et je vais montrer que ça est inclus dans ça. Donc ça veut dire que je prends un vecteur ici et je montre qu'elle est là. Donc je prends x égale à G de u là-dedans. Donc x c'est G de u avec u appartient à f orthogonal. Et je veux montrer que x appartient à f orthogonal, c'est-à-dire que son produit scalaire avec tous les éléments de f égale à 0. Donc je prends un élément de f et je calcule xy. Alors x c'est G de u, donc là, et bien là j'utilise bien sûr que c'est symétrique. Donc ça c'est u, alors u elle est dans f orthogonal, y dans f, donc G de y aussi, elle est dans f. Et donc je vais avoir 0, et voilà. Donc ça c'est la propriété remarquable d'un endomorphisme symétrique. Et aussi, si vous prenez un endomorphisme antisymétrique, ça va être aussi valable, puisque ce qui va changer, c'est que vous allez avoir ici un signe moins. Donc voilà, donc les endomorphismes symétriques et antisymétriques vérifient cette propriété. Si G de f est inclus dans f, G de f orthogonal est inclus dans f orthogonal. Alors maintenant, les sous-espaces propres d'un endomorphisme symétrique sont orthogonaux 2 à 2. Donc je prends un endomorphisme symétrique. Je prends deux sous-espaces propres associés aux valeurs propres lambda et mu. Et je suppose que lambda est différent de mu. Et je veux montrer que cet espace est orthogonal à celui-là. C'est-à-dire que si je prends un vecteur ici et un vecteur ici, leur produit scalaire est nul. Alors je prends x dans E lambda et y dans E mu. Alors j'écris gxy. Alors puisque x est là-dedans, donc c'est un x est un vecteur propre, donc g de x égale lambda x. Et voilà, donc j'ai ça. Maintenant, ça, puisque l'endomorphisme symétrique, c'est aussi x, g, y. Mais y appartient à E mu, donc ça c'est mu, x, y. Et voilà, donc j'ai ça égale à ça. Donc, puisque lambda est différent de mu, ben ça va donner que xy égale à 0. Et j'ai obtenu cette relation. Donc ça, c'est une propriété remarquable des endomorphismes symétriques. Les sous-espaces propres sont orthogonaux 2 à 2. Alors maintenant, on va montrer que les endomorphismes symétriques n'ont que des valeurs propres réelles. Ils n'ont pas, donc voilà, ils n'ont que des valeurs propres réelles, c'est-à-dire le polynôme caractéristique n'a que des racines réelles. Alors on va faire un petit raisonnement par l'absurde. Je suppose que le polynôme caractéristique d'un endomorphisme symétrique a une valeur propre complexe.
Alors ça veut dire, donc ça c'est une propriété, donc il va exister deux vecteurs u et v, tels que g de u égale à au moins bv, et g de v égale à bu plus av. Alors ça, si vous voulez, vous écrivez g de u plus iv égale à a plus ib fois iv. Voilà donc, les endomorphismes qui ont une valeur propre qui n'est pas réelle, ben vérifie cette propriété-là. Il va exister deux vecteurs non nuls. Alors maintenant, j'utilise le fait que g de uv égale à g de v fois u. Donc je fais le produit scalaire ici avec v. Donc ça va donner a uv moins b vv. Ça va être égal à gv fois u. Donc je fais le produit scalaire ici avec u. Donc c'est buu plus avu. Alors ça va simplifier. Et donc il va rester moins bvv égale à bu. C'est-à-dire b la norme de u au carré plus, voilà. Alors b, on a supposé que c'est différent de 0. Donc ça va donner que ces des vecteurs sont nuls. Et ça, c'est pas possible. Et donc on va avoir u égale à v égale à 0. Et donc, donc les valeurs propres d'un endomorphisme symétrique sont réelles. Voilà, alors donc maintenant ce qui va se passer, c'est que donc vous prenez les sous-espaces propres d'un endomorphisme symétrique. Donc voilà, donc les valeurs propres sont réelles. Donc vous prenez la somme des espaces propres. Alors ça va être donc inclus bien sûr dans V. Et en fait ça va être égal à V parce que sinon la somme des sous-espaces propres est invariante par chi. Et si c'est pas égal à V, son orthogonal va être aussi invariant. Et son orthogonal, ben, J va avoir une valeur propre sur son orthogonal, ce qui est impossible, puisque toutes les valeurs propres, on les a regroupées. Donc, tout ça va nous donner le théorème spectral. Donc, si vous avez un endomorphisme symétrique de V, alors le polynôme caractéristique de G est scindé dans R, donc ça c'est ce qu'on a vu. Les sous-espaces propres sont orthogonaux 2 à 2, et il existe une base orthonormale de V formée de vecteurs propres de G. Voilà, donc ça c'est le théorème central. Donc voilà, donc ça c'est le résultat central de ce chapitre. Et on peut le résumer en disant que tout endomorphisme symétrique dans un espace euclidien a toutes ses valeurs propres dans R et il est diagonalisable dans une base orthonormale. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la formulation que vous devez garder de ce chapitre. Donc chaque fois que vous voyez un endomorphisme symétrique, eh bien, il est diagonalisable, toutes ses valeurs propres, et c'est pas on a plus, il est diagonalisable dans une base orthonormale. Alors maintenant, la dernière partie, c'est les formes bilinéaires symétriques sur un espace vectoriel euclidien. Alors là aussi, c'est une conséquence qu'on a une identification de V étoile. Donc si je prends un endomorphisme symétrique, alors je peux définir cette application, P de G de UV égale à G UV. Alors bien sûr, ça c'est EUG de V. Donc ça, c'est une application de V croix V dans R. Et bien c'est une application bilinéaire, puisque G est linéaire, et le produit scalaire est bilinéaire. Cette application, il est bilinéaire. Il est symétrique, parce que J est symétrique. Et donc, on lui associe une forme quadratique. Donc, la forme quadratique QG de U, c'est PGUU, qui est égale à ça.
Donc à tout endomorphisme symétrique dans un espace vectoriel euclidien, on associe une forme bilinéaire symétrique et une forme quadratique. Alors inversement, si on a deux formes bilinéaires symétriques, eh bien, il va exister un unique endomorphisme J, P, que je note GP, qui vérifie cette relation. Alors là aussi, c'est en vertu de principe. Je veux connaître GP de U, je veux définir GP de U. Pour définir GP de U, je dois faire son produit scalaire avec tous les vecteurs de V. Et bien, le produit scalaire, il est donné par cette formule. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? Ben, on a montré qu'il y a une bijection entre les formes bilinéaires symétriques sur un espace vectoriel euclidien et les endomorphismes symétriques. Voilà, donc dans un espace vectoriel euclidien, une forme quadratique ou une forme bilinéaire symétrique est entièrement déterminée par un endomorphisme symétrique. Alors on va voir la relation entre les deux. Donc je prends une base de V. Alors je prends la matrice de la forme bilinéaire. Donc je vais exprimer cette relation-là matriciellement. Donc je prends la matrice de B. Je prends la matrice du produit scalaire dans la base et j'ai la matrice de l'endomorphisme chez P, c'est cet endomorphisme. Et je vais trouver la relation. Alors maintenant, cette relation va s'écrire que U transposé la matrice de B fois V, donc ça c'est pour une forme bilinéaire, on a toujours cette relation. Et ça, c'est la même chose, c'est GPU transposé fois M, la matrice fois V. Et GU, donc c'est la matrice de GB dans la base fois U. Et donc je vais trouver ça. Ici c'est U transposé, donc je vais trouver SP égale cette matrice-là. Et donc finalement, la matrice de GP égale à M-1, l'inverse de la matrice de l'endomorphisme fois SP. Donc si vous connaissez les deux formes, vous avez l'endomorphisme, et si vous avez l'endomorphisme, vous avez les deux formes. Voilà. Et si P est orthonormé, dans ce cas-là, cette matrice, c'est l'identité. Cette matrice, c'est l'identité. La matrice du produit scalaire, c'est l'identité. Donc, la matrice de l'endomorphisme, c'est la matrice de la deux formes. Alors maintenant, donc on va déterminer la signature de la forme quadratique associée à un endomorphisme symétrique. Donc je prends un endomorphisme symétrique, je prends la forme quadratique associée, Q de G égale à ça. Alors on va dire que G est positif si Q de G est positif, c'est-à-dire ça. Donc c'est-à-dire que G de U est positif. Il est défini si Q de G est défini, c'est-à-dire Q de G de U est différent de 0 pour tout U différent de 0. Voilà, donc puisqu'on a une identification de l'endomorphisme symétrique avec la forme quadratique, on sait qu'est-ce que c'est qu'une forme quadratique positive définie. Alors on peut aussi parler d'un endomorphisme symétrique positif et défini, c'est-à-dire la forme quadratique associée définie positive. Alors maintenant, je sais que mon endomorphisme, l'endomorphisme J, c'est un endomorphisme symétrique, donc il est diagonalisable. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je sépare les valeurs propres. Donc ça, c'est les vecteurs propres associés aux valeurs propres strictement positifs. Ça, c'est les vecteurs propres associés aux valeurs propres strictement négatifs. Et ça, c'est le noyau de J, c'est-à-dire les vecteurs associés à la valeur propre 0. Et donc, voilà, donc j'ai G de EI plus lambda IEI plus pour lambda I positif. Voilà, donc j'ai mon endomorphisme qui est diagonalisable
et ces valeurs propres sont réelles, donc il va avoir des valeurs propres positives, des valeurs propres négatives et 0 comme valeur propre. Et ça, 0, ça correspond au noyau. Voilà, alors maintenant, si je prends un vecteur ici, U, que j'écris dans cette base, ben, si je fais G de U, donc ça va être la somme de xi, lambda iei, ici lambda iei. Et si je fais le produit scalaire de G de U avec U, eh bien je vais trouver ça, puisque cette base est une base orthonormée. Donc la forme quadratique, il s'écrit comme ça. Ça, c'est des nombres positifs, ça c'est négatif. Et donc ici, la signature, c'est le nombre de valeurs propres positives. Alors ici, c'est R. Et ici, c'est la valeur propre négative. Et donc, voilà. Donc, si je prends un endomorphisme symétrique et si je prends la forme quadratique associée, la signature, S, c'est-à-dire la signature de la forme quadratique, c'est le nombre de valeurs propres strictement positifs, compté avec leur multiplicité, et R, c'est le nombre des valeurs propres strictement négatives de G. Et le rang de Q de G est égal au rang de G. Voilà, puisque le noyau de J égale le noyau de Q de J. Voilà, et donc voilà, donc dans un espace euclidien, une forme quadratique est entièrement déterminée par un endomorphisme symétrique, et la signature de la forme quadratique et le rang sont entièrement déterminés par les valeurs propres de cet endomorphisme. Voilà, le signe des valeurs propres, c'est ça qui va donner la signature. Voilà, et donc c'est cette formule qui est importante quand on prend la base orthonormée associée à G. Voilà, et Q va être positif si G n'admet que des valeurs propres positives ou nulles. Et il va être défini si G n'admet que des valeurs propres non nulles et tous de même signe. Il faut que ici, pour que ça soit défini, il faut ici, on a ou bien ça, que cette somme, ou bien celle-là. Si j'ai plus moins, je vais avoir des vecteurs qui s'annulent. Voilà. Et donc, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, il y aura une vidéo consacrée aux exercices sur, voilà, et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous remercie.